connais beaucoup de start-upers en Afrique qui n'ont pas fait marcher leur boîte parce qu'ils n'ont pas la discipline d'exécution. Quand les premières rentrées d'argent arrivent, on a trop envie d'acheter une voiture. On a trop envie d'acheter un appartement. Trop envie de prendre une deuxième épouse. Cher Tidiane Sarr est l'un des meilleurs spécialistes de la stratégie d'entreprise en Afrique francophone. Ingénieur de formation, il est aujourd'hui à la tête de la stratégie et de la transformation du groupe Sonatel, le leader des télécommunications en Afrique de l'Ouest. Il partage ses conseils pour toute entreprise qui veut réussir et nous livre sa vision pour le développement inclusif de nos économies. La discipline, elle est d'abord une équation de progrès personnel. Comment j'essaie, moi, d'être la meilleure version de moi-même demain. On a trop tendance à regarder notre progression par rapport aux autres, dans une logique de compétition. Le premier, entre guillemets, adversaire qu'on a, c'est soi-même. J'ai eu la chance de comprendre ça très tôt. Quelles sont les choses qui peuvent être mises en place par tout un chacun pour qu'on aille vers un vrai développement? Il n'y a pas de baguette magique. On sait que ça prendra du temps. Ça demandera beaucoup d'argent. Mais moi, je suis fondamentalement convaincu d'une chose. Ça demande surtout comment on fait pour aider nos pays à ce que la croissance démographique soit positive pour nos économies. Donc, créer un dividende démographique et ne soit pas finalement un frein. Et quand on regarde les chiffres, à la naissance, à peu près 500 000 Sénégalais. Au bac, ils sont à peu près 75 000. Ce qui peut aider vraiment une entreprise, c'est quoi? C'est d'aider à... Bienvenue dans Afro Business, le podcast où les entrepreneurs africains nous partagent leur histoire, leurs rêves et les secrets de leur succès. Ce que vous entendrez ici, vous l'entendrez nulle part ailleurs, alors surtout, ça reste entre nous. Cher Tidiane, tu es directeur de la stratégie et de la transformation dans le groupe Sonatel. Au quotidien, quelle est ta mission? Quel est ton rôle? Mon rôle, il est simple, je le résume en un mot, c'est le futur. Il faut construire un futur pour le groupe Sonatel qui soit meilleur que son présent. D'accord. Et comment est-ce que tu fais ça concrètement? Tu commences par quoi? Concrètement, c'est pouvoir utiliser toute la force collective, l'intelligence collective du groupe pour identifier déjà c'est quoi notre futur désiré. Le futur désiré du groupe en interne ou bien des clients? Le futur désiré du groupe en interne. Qu'est-ce qu'on veut réaliser? D'accord. Qu'est-ce qu'on veut faire? Dit autrement, pourquoi on est performant? Pourquoi on l'a été avant? Et comment est-ce qu'on peut continuer à l'être? Et pour ça, c'est un travail d'abord de collecte d'informations, collecte d'idées par rapport à notre environnement externe. Dans l'environnement externe, bien entendu, le premier élément, c'est les clients. Puis nos partenaires qui nous aident à servir les clients. On a l'État avec ses multiples casquettes, l'État régulateur, l'État actionnaire, l'État client, l'État influenceur. L'État influenceur parce que c'est l'État qui nous permet souvent, à chaque fois qu'on a une licence dans un pays, on a d'une façon ou d'une autre le soutien du président de la République. Et on a le régulateur, bien entendu, qui est un des membres de l'État, mais qui est le maître du jeu, au Sénégal et dans tous nos pays. Et enfin, on a la puissance du personnel. Parce que finalement, c'est le personnel qui délivre l'ambition. Donc, on regarde un peu l'écosystème local, régional, international. Qu'est-ce qui est en train de se passer en termes de rupture technologique, en termes de rupture économique, en termes de rupture sociale? On intègre ça pour dire qu'est-ce que ça peut impacter sur notre modèle d'affaires, en bien ou en mal. Puis, à la lumière de tout ça, on dessine tous ensemble un futur souhaité, en se disant, bon, voici notre raison d'être. Cette raison d'être-là, tenant compte de toute cette analyse de ce qui se passe en interne et en externe, on projette une vue sur ce qu'on veut réaliser, notre objectif, notre vision, à plus ou moins long terme. Plus ou moins long terme, c'est quoi? C'est 1 an, plus? Non, c'est entre 5 et 10 ans. Entre La 5 et vision, elle est définie sur 5 ans au moins. D'accord. Et de plus en plus, on essaie de se projeter plus. C'est possible aujourd'hui dans un monde qui évolue aussi vite? Excellente question. Cette question a été posée à Jeff Bezos aussi. Parce que Jeff Bezos, quand il fonde Amazon, il avait une vision sur 10 ans. À l'époque, on est quand même avant la bulle Internet. Alors, pourquoi est-ce que ça peut être possible? C'est possible parce que, pour toute projection, il faut définir les facteurs de contingence. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut se passer bien? En tout cas, qu'est-ce qui se passait moins bien que ce qu'on a prévu? Et qu'est-ce qui se passait mieux que ce qu'on a prévu? Ça donne une fenêtre de confort ou enfin, ce qu'on appelle nous une variable de sensibilité. Donc, une fenêtre de confort sur notre projection.
À quel point elle peut être vraie ou fausse. Puis, il y a ce qui est stable. Il y a des choses qui ne changeront pas. Je ne pense pas que dans 10 ans, que les Sénégalais disent « Allez, on veut payer plus cher l'Internet. » Ça ne changera pas. Ou on veut un Internet moins rapide. Donc, il y a des facteurs qui sont des invariants par rapport aux attentes du marché, aux attentes des clients, aux attentes des États. Je ne pense pas que dans 10 ans, l'État dira « Bon, allez, on veut moins d'impôts de la part des télécoms. » C'est possible, hein? Mais ce sera peut-être des impôts indirects à ce moment-là qui vont escompter en baissant les impôts directs. Donc, ce sont ces facteurs qui ne bougent pas, sur lesquels on s'appuie pour se projeter beaucoup plus loin. Et les facteurs qui sont supposés bouger, ben ceux-là, on les identifie et on les met en variable en se disant à quel point ça peut bouger. Et c'est ça notre fenêtre d'incertitude. On connaît et qu'on assume. On n'est pas des devins. Oui. Comme on dit, un plan, c'est fait pour ne pas être respecté. C'est une vision du futur. On n'aura pas peut-être exactement comme on l'a pensé, mais l'idée, c'est de ne pas trop s'en écarter. D'accord. Cette partie-là, une fois qu'elle est faite, on se dit, bon, allez, notre vision actuelle, c'est on veut être le partenaire de confiance de la transformation numérique de nos sociétés pour accélérer l'inclusion sociale, financière, numérique. Si tu devais exprimer cette même mission pour la faire comprendre à un jeune garçon de 13 ans Oui, ou de 10 ans, oui. tu lui dirais quoi? On lui dirait tout simplement, amal njëriñ askan. Et pour celui qui parle pas Wolof? Être utile pour la société et permettre à chacun d'avoir accès à un monde meilleur grâce au numérique. D'accord, mais tu vois que ça reste quand même une notion un peu abstraite. Non, c'est simple. Un gamin de 13 ans, qu'est-ce qu'il veut? Il veut pouvoir rester connecté avec ses proches, ses parents, pouvoir faire ses cours plus facilement, pouvoir éventuellement s'amuser. Passer du temps à s'amuser avec sa console, avec ses amis en France ou dans un autre quartier de Dakar ou de Bamako ou de Conakry. C'est ça qu'un gamin veut. On lui dit donc, notre job, c'est de te rendre ça facile, de te rendre ça fun, de te rendre ça sûr. Sûr. Parce que c'est des gamins. Fiable. Fiable. Non, mais surtout sûr. Sûr et sécure. Oui. Parce que fiable, c'est ça ne bouge pas, c'est là à chaque fois que j'en ai besoin, mais surtout cette notion de sécurité autour du numérique. La bonne dame qui est au marché aux poissons ou au quai de pêche de Mbour. Qu'est-ce que ça veut dire pour la dame qui est au quai de pêche de Mbour? Pour elle, c'est de lui permettre de pouvoir joindre plus facile, d'être jointe déjà par ceux à qui elle vend du poisson, de pouvoir joindre les marailleurs à qui elle achète du poisson, de pouvoir vendre son poisson via du mobile money, donc des applications comme Orange Money. Ça lui permet aussi de pouvoir appeler ses parents, ses proches. Et c'est ça qu'on appelle un peu la capacitation. Demain, on est en train de travailler sur le lancement d'Orange Bank. On a déjà lancé un partenariat avec Baobab. Elle, on lui donne la possibilité de prendre du prêt. Parce qu'avec les aléas de la vie, c'est des dames dans l'informel. Un enfant qui est malade, tout de suite, le monde s'effondre. Parce qu'il n'y a pas d'épargne pour gérer les imprévus. Et il faut qu'elle puisse continuer à vendre du poisson pour supporter sa vie. Elle, on lui dit donc, parmi plein de choses, appelle, contacte, connecte-toi, achète, vends, emprunte du capital pour travailler et faire grossir ta petite activité. Pour le paysan, c'est du partenariat avec des startups. Alors, juste je reviens, comme tu as dit empreinte. Donc là, on est dans Orange Bank. Orange Bank est en train d'être lancé au Sénégal. On l'a annoncé il y a 1 an. Donc oui, mais c'est pas encore effectif. Ça a lancé incessamment. On est en phase pilote. D'accord. On est déjà en partenariat avec Baobab. D'accord, oui. Microcred, le groupe Microcred. D'accord. Depuis 1 an, sur des offres de pico-crédit, donc vraiment des crédits très petits, pour cette cible-là, cette cible informelle. Nous avons une économie informelle dans nos pays. On ne peut pas être le partenaire de confiance de la transformation numérique dans ces pays-là si on ne touche pas le cœur d'activité des pays. Et le cœur d'activité, à 97%, c'est une activité informelle. Il n'y a que 3% d'acteurs, donc parmi les actifs du pays, qui sont dans le formel.
Donc, si on veut transformer nos sociétés, si on veut leur faire passer un cap, la Banque mondiale dit qu'en renforçant l'inclusion, chaque année, on gagne à peu près 0,5 points de PIB grâce au numérique. Okay. Donc, c'est accélérer le développement du Sénégal, c'est accélérer le développement de nos pays de présence. Est-ce que c'est accélérer le développement ou c'est accélérer la croissance? Parce que je lisais justement sur LinkedIn l'autre jour, quelqu'un qui disait « Le Sénégal a de la croissance, mais il n'y a pas un vrai développement qu'on constate sur le terrain. » Qu'est-ce que tu penses de ça? Je vais dire que c'est compliqué. En tant que spécialiste, c'est trop dire, mais en tant qu'en tout cas acteur de la stratégie. Lorsqu'on travaille sur la stratégie, une fois qu'on a défini notre vision, là, est-ce qu'on veut devenir le futur voulu, le futur souhaité, et on fait le bilan du présent pour savoir de quoi on parle. Et ce bilan doit être lucide. Ce bilan doit être vraiment lucide pour voir les bonnes choses à garder, les choses à parfaire, les choses à arrêter de faire, tout simplement, parce que pour x, y raison, parce que ça ne marche pas, on le fait pas assez bien, ce n'est plus pertinent, whatever. Et les choses qu'on va démarrer, qu'on va commencer à faire, qu'on ne faisait pas avant. Donc, quand on regarde ça, la chose la plus évidente, lorsqu'on fait le bilan, c'est de regarder ce qu'on a réalisé concrètement. Parce que sinon, ça reste du ressenti, qui est important, qu'on mesure aussi dans le réalisé. Mais on parle sur une base factuelle. Et quand on regarde le développement quand même de nos pays, quoi qu'on puisse dire, il y a des indicateurs patents. Il y a des écoles qui sont construites. Il y a des routes qui sont construites. Moi, pour avoir le privilège d'être dans le groupe Sonatel depuis plus de 20 ans et d'avoir un peu bourlingué partout au Sénégal et un peu en Afrique. Et en dehors du Sénégal, oui. Je peux dire que avant d'aller en mission à Matam ou à Tamba, c'était pas gagné. Je suis jamais allé à Kédougou jusqu'à ce qu'on ait une route qui puisse faire Dakar-Kédougou en à peu près 9 heures de temps. Avant, aller à Tamba, c'était toute une journée. Donc, les populations qui sont à Tomboronkoto, là, on a inauguré récemment un projet village. Le projet village, c'est un concept où on va dans une localité pour renforcer l'équité territoriale. On se dit, bon, en tant qu'acteur économique, avec une certaine puissance financière, on redonne une partie à l'économie et aux communautés en accompagnant l'État, qui a des moyens limités, pour poser les infrastructures de base. Donc, on va là-bas, on réhabilite une école, on la construit, on fait l'extension de salle de classe. On construit un poste de santé moderne, avec une maternité, avec des chauffe-bébés, avec des stérilisateurs, avec une salle de réveil, une pharmacie, etc., du solaire, de l'électricité. On va rénover le Dara, qui est dans la localité. Parfois, on accompagne les femmes en leur mettant à disposition un puits ou un forage, quand il n'y en a pas, dans la zone. Parfois, on met à disposition une ambulance, quand c'est trop loin du centre médical, pour pouvoir au moins assurer l'évacuation des femmes enceintes et tout ça. Parfois, on met une centrale solaire pour pouvoir alimenter un peu le village parce que l'électricité n'est pas dans la zone, etc. Donc, Tomboronkoto, c'est un village qui est à peu près à 30 à 40 minutes de Tambacounda. Il y a quelques années, c'était impossible d'y aller. Aujourd'hui, ces gens de Tomboronkoto, ils ont la route qui passe devant. Et ça, c'est un facteur d'inclusion sociale extraordinaire. Et derrière nous, on amène l'infra-physique, donc terrestre est là, on amène l'infra-numérique. Ça leur permet de pouvoir être joignables, de pouvoir recevoir du transfert d'argent depuis l'international, de pouvoir avoir des enfants qui peuvent regarder des choses sur YouTube, s'instruire. Ça permet aussi de se divertir, parce que ça fait aussi partie de la vie. Donc, il y a des choses concrètes qui permettent de mesurer le progrès social de nos populations, indépendamment des indicateurs macro qui peuvent paraître très techniques. L'index Gini, le GDP per capita, tout ça, c'est bien vrai, ça augmente, mais même quand on va sur le terrain, on voit que les gens ont une vie qui évolue quand même positivement. Ok. Et parce que tu parles de ces critères-là, moi je pense au côté éducation et côté mentalité. Pour moi, ce sont deux critères hyper importants pour vraiment le développement de nos économies, de nos pays. Absolument. Quelle est ta vision là-dessus? Alors, sur l'éducation,
L'éducation, il y a deux aspects. Il y a l'aspect infrastructure et puis il y a l'aspect contenu éducatif. Alors, construire des écoles, c'est bon. Donc ça, on en a fait beaucoup. Oui. Contenu éducatif, il y a deux choses. La dernière fois, donc, avec les équipes, on se projetait en se disant, OK, comment on fait pour aider nos pays à ce que la croissance démographique soit positive pour nos économies, donc créer un dividende démographique, et ne soit pas finalement un frein. Et donc, on a regardé les chiffres pour parler de l'éducation. Et quand on regarde les chiffres, à la naissance, à peu près 500 000 Sénégalais. Au bac, ils sont à peu près 75 000. Entre-temps, est-ce qu'il y a des systèmes qui les recyclent? Oui, parce qu'une bonne partie de ces Sénégalais-là vont au Dara. Donc, on les perd, ils vont au Dara. Une autre partie ne va nulle part. Qu'ils apprennent des métiers sur le tas. Et donc, c'est là où on a une initiative qui s'appelle Sonatel Academy, où on dit, ceux qui ont été entre guillemets, déperdition scolaire, en cours de route, ils se sont un peu perdus. On leur donne l'opportunité d'être recyclés via les métiers du numérique. On leur apprend à développer, à être community manager, à gérer de la com digitale, et ensuite on les réintègre avec un taux supérieur à 85%. Donc c'est des gens qui étaient partis pour ne pas avoir de diplôme, à qui on donne un diplôme reconnu par l'État, et qui leur permet de trouver du travail. Donc ce sont des choses comme ça qui permettent de soutenir l'économie, de soutenir l'éducation, en venant être en appui avec l'État. Mais bien entendu, il y a un rôle qui ne peut appartenir qu'à l'État. Qu'est-ce que nos enfants doivent apprendre à l'école fondamentale, donc tout ce qui est primaire, à l'école moyenne, à l'école secondaire, c'est l'État qui doit le définir. Un privé ne peut pas le définir à la place de l'État. Après l'infrastructure, parlons-en. Chaque année, 500 000 nouveaux enfants. Combien de salles de classe il nous faudrait pour absorber tout le monde et qu'il n'y ait plus de système de double flux, comme on le voit par exemple dans certains pays. Je suis allé dans d'autres pays où une salle de classe, c'est pour 4 classes. Et donc les uns font une partie de cours en classe, après ils s'en vont. Il n'y a pas assez de classes. Ouais. Pour construire suffisamment de salles de classe, l'estimation qu'on a nous mène vers quelque chose qui tourne autour de 400 milliards par année pendant 13 ans. 400 milliards pendant 13 ans. Pour construire suffisamment de salles de classe, les équiper. Quand je dis construire suffisamment, c'est pour qu'on n'ait plus des classes pléthoriques à 100 personnes. Ok. On s'entend, c'est des classes entre 25 et 35 personnes à peu près. Il nous faudrait 400 milliards par année pendant à peu près 13 ans. Pour pouvoir absorber ça et être dans un système où maintenant ça tourne tout seul. Wow. Et ça, on n'a pas encore recruté des profs, on n'a pas encore payé les salaires, on n'a pas encore payé les frais d'entretien de ces écoles-là. Pour nos économies, c'est ça que ça veut dire. Donc, il y a du progrès, il reste encore beaucoup de chemin. Donc, la question qu'on se pose, c'est quel apport du numérique pour éviter de construire autant de salles de classe? Est-ce qu'on peut avoir des classes virtuelles qui réduisent la barrière? Est-ce qu'on peut avoir du contenu éducatif en ligne? Avec quel type d'équipement? Combien ça coûterait pour les enfants? Quelle équation on devrait poser sur la connectivité pour que ce soit supportable pour les parents paysans au fin fond du Wallo? Donc, ce sont ce genre de choses-là qui nous font, quand on parle de construire le futur rêvé, c'est à ces équations qu'on répond. Parfois, le chantier semble tellement vaste. On se demande, mais voilà, est-ce qu'on peut vraiment y arriver? Toi, quelle est ta vision? Comment tu gardes ton optimisme? Et à ton avis, en tant que stratège, quelles sont les choses qui peuvent être mises en place par tout un chacun pour qu'on aille vers un vrai développement? Il n'y a pas de baguette magique. Là, c'est la première réponse. On sait que ça prendra du temps. Ouais. Ça prendra du temps, ça prendra de l'argent, ça demandera beaucoup d'argent. Mais moi, je suis fondamentalement convaincu d'une chose. Ça demande surtout la discipline collective. Donc, dit autrement, comment on arrive à créer dans nos pays de la discipline collective? Comment ce qui peut servir à faire progresser une société dans d'autres pays peut être utilisé chez nous pour faire progresser notre société et non la retarder. J'ai vu un article où les gens se posaient la question sur TikTok. Je ne sais plus quel pays où les gens se disaient, bon, est-ce qu'il ne faut pas l'arrêter ou pas parce que ça divertit trop les enfants. Il y a un PDG américain qui le disait d'ailleurs. TikTok, c'est un moyen aussi d'apprendre. Il y a des gens qui passent des cours dans TikTok. Mais c'est aussi un moyen de se divertir. Comment trouver le bon équilibre entre les deux? Finalement, donc, c'est
quelle éthique sociale, c'est-à-dire se forcer à faire ceci, parce que c'est pour le bien collectif, se forcer à renoncer à cela, parce que c'est pour le bien collectif, qui nous permet de pouvoir progresser plus vite. Parce que tant que chacun fait ce qu'il veut, ce sera difficile. Et ça se décrète pas. C'est du leadership. Au-delà de penser l'avenir de nos pays, c'est du leadership politique. C'est souvent aussi, quand on dit renoncer à des choses pour le bien collectif, donc c'est une partie un peu difficile. Parce que c'est peut-être parfois des mesures un peu impopulaires qui devraient être prises. Dit autrement, c'est travailler notre capital humain. L'éducation avait ce rôle-là. Parce que cette éducation est devenue une instruction. On apprend aux gens à lire, à faire des mathématiques, à apprendre des leçons d'histoire, à dessiner des maisons, à développer des logiciels. Ça, c'est de l'instruction. Cette partie éducation. Comme l'éducation civique, l'éducation citoyenne. L'éducation morale, l'éducation civique, les valeurs, les vertus, les principes. Cette partie-là, elle est moins mise en avant maintenant. Et donc ça dépend fortement du leadership politique que nous avons dans nos différents pays. Ce qui est bien, c'est qu'on a maintenant de plus en plus une population consciente de ces enjeux et qui est demandeur. Après, il faut organiser ça, mais bien entendu, tous les pays qui sont passés par là, je pense à Singapour, Malaisie, Thaïlande, Hong Kong, Corée du Sud, Éthiopie, Rwanda, c'est des pays, le Maghreb bien entendu, le Maroc, c'est des pays qui sont passés par cette phase-là, ça a pris beaucoup de temps. Donc c'est une phase, on va dire, un peu disciplinaire, c'est ça? Pas disciplinaire au sens où on impose la discipline aux gens, mais c'est une phase où il faut faire prendre conscience aux gens de la nécessité d'être un peu plus dans une discipline collective. Elle ne doit pas être une discipline individuelle. Si Seynabou commence à se gérer elle-même pour s'imposer une certaine discipline et que tous ses voisins font n'importe quoi, ça ne servira à rien. Voilà. Et l'idée, c'est pas qu'on ait un état policier derrière chacun pour taper sur les gens, mais c'est qu'on puisse susciter cette envie de discipline collective. Tout à l'heure, vous avez posé la question sur la stratégie. Mais la stratégie, c'est une fois que nous, on l'a définie, il faut susciter l'envie auprès des gens de la réaliser. Ouais. Ça se décrète pas non plus. Ça se décrète pas. Cette envie-là, on le fait en associant les gens, nous, dans notre métier. On dit aux gars, bon, comment vous voyez l'avenir? On peut s'enfermer dans un bureau à 4 en disant, bon, allez les gars, compulsez, regardez sur ce qui se passe sur le site du FMI, Banque mondiale, Union africaine, ce que le gouvernement a mis dans sa politique, dans son projet politique, etc. À partir de là, on décide, nous, que voilà, de donner une projection de l'avenir. On ne le fait pas. On inclut les gens en leur demandant ce qu'ils veulent, pour qu'on ait une conscience collective, une acceptation collective de ce futur-là. Et c'est ainsi qu'on va le dessiner. Donc, si on veut changer ça dans nos pays, il faut que les aspirations soient co-construites avec les populations. Cette démarche citoyenne, d'abord, de conscientisation, poser les bonnes questions, poser la remise en cause et pousser les gens à se poser les questions sur, bon, finalement, tous ensemble, qu'est-ce qu'on veut faire? Et quels sont les efforts qu'on est prêt à fournir pour le réaliser? Voilà. Donc, cette démarche stratégique, c'est la même démarche pour les États. Parce que la stratégie vient de l'armée. C'est les militaires qui l'ont créée à la base. C'est de la conquête de territoire, de la préservation de territoire. Et ça, pour le faire, l'armée, c'est facile. La discipline est native. Pour les États, c'est plus compliqué. Pour les entreprises aussi. J'aimerais te poser des questions aussi en tant que, comme tu l'as dit, tu as plus de 20 ans d'expérience dans le groupe Sonatel, donc tu as l'expérience de l'entreprise et tu es business angel aussi, je pense. Donc tu aides des jeunes entrepreneurs, jeunes ou moins jeunes, j'en sais rien. Mais voilà, quels seraient les conseils que tu donnerais, toi? Parce que c'est aussi un des leviers de notre développement, c'est de se lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu as constaté comme bonne pratique, ce qui fait qu'une entreprise fonctionne et qu'une autre ne marche pas? Quelles sont les bonnes pratiques que tu pourrais communiquer pour les jeunes entrepreneurs ou aspirants entrepreneurs qui nous suivent? Vaste question, hein? Ouais. Tu veux que Je vais commencer par la première partie. La première chose qui est évidente, j'ai la chance d'avoir pu travailler dans un groupe qui performe en Afrique. J'étais très jeune quand j'ai intégré le groupe. Lorsqu'on a commencé, je suis venu, j'ai trouvé des façons de faire, une culture interne qui était alignée avec mes valeurs
et qu'il est toujours d'ailleurs, et qui m'a parlé tout de suite, au fond de moi, donc qui me fait bouger. Okay. Donc c'est facile pour moi de transmettre ça, parce que je comprends ce que ça fait quand ce qu'on fait nous parle vraiment. Donc c'est la première chose. Ce que je dis toujours aux entrepreneurs, c'est ce que vous allez faire, quel que soit ce que c'est, il y a 2 paramètres qui font que ça ne marchera pas ou ça marchera. La première chose, c'est il faut que ce soit utile aux gens. Il faut qu'il y ait des gens qui en aient besoin. Sans ça, ça sert à rien. Et la deuxième chose, il faut avoir cette soif vraiment de la réaliser matin, midi, soir. Cette envie de se lever tous les jours pour dire je fais quelque chose de super génial, de super utile, qui change des choses dans la vie des gens. C'est les fondamentaux. Parce que sans ça, c'est tellement difficile qu'on perd la grinta, on perd la gnaque. Donc il faut construire cela. Et la tentation est grande de dire j'ai vu un modèle qui marche, que je connais plutôt pas mal, donc le modèle développé autour du groupe Sonatel, qu'on a fait marcher dans 5 pays, et pour lequel l'État du Bénin nous a sollicité pour qu'on les accompagne pour gérer le nouvel opérateur national qu'ils ont fait renaître, et de le transposer un peu partout en disant allez, copier-coller, ça marche. Ça marche pas comme ça. Parce que Sonatel est une entreprise établie. Ce qu'il fait fonctionner peut tuer une petite entreprise. Donc à chaque fois, ce que j'essaie de faire quand j'accompagne des startups, et Sonatel aujourd'hui a une structure qui accompagne les startups. De l'idée jusqu'à la mise en œuvre, jusqu'à l'accélération, jusqu'à la levée de fonds, jusqu'à l'investissement. Donc quand on les accompagne, c'est le même principe. On transpose ce qu'on fait bien pour les grandes entreprises qui peuvent aider les petites entreprises. Et ce qui peut aider vraiment une entreprise, c'est quoi? C'est l'aider à voir clair dans son idée. Est-ce que cette idée est utile? Est-ce que cette idée concerne suffisamment de monde pour créer ce qu'on appelle de l'attraction? Est-ce que cette idée, aujourd'hui, n'est pas monétisable peut-être, mais sera monétisable un jour? Parce que sans ça, c'est un gouffre à sous. Une fois que ça se définit, on se dit, bon, OK, quel est le business model qui nous permet de mettre cette idée-là en place et de la maintenir vivante? Quels sont les acteurs? Quelle est la chaîne de valeur? Qu'est-ce qu'il faut dépenser? Comment est-ce qu'on gagne de l'argent? Voilà, le business model, donc un peu la stratégie. Ensuite, comment on a une exécution rapide qui nous permet d'apprendre très vite, de ne pas rester dans des bureaux à philosopher, mais d'être au contact. Ce que les grandes entreprises font moins souvent, et qu'on essaie de maintenir à Sonatel, même si ce n'est pas évident. On le fait souvent, le top management descend sur le terrain, aujourd'hui c'est le cas, pour aller à la rencontre des partenaires, des clients, du marché, pour tâter le pouls réel du terrain. Et donc, exécuter vite pour pouvoir apprendre vite des clients. C'est une démarche itérative, et à ensuite, chaque fois apprendre, améliorer. Améliorer, mesurer, apprendre, améliorer, mesurer. Okay. Donc, les intégrer dans cette excellence d'exécution et bien entendu, comme pour toute entreprise, bien gérer ses liquidités. Voilà. Donc, c'est l'oxygène de l'entreprise. C'est ce qui permet à l'entreprise de continuer à tourner. Et donc, si tu ne les gères pas bien, si tu n'exécutes pas bien, si tu n'as pas une bonne stratégie, si tes idées ne sont pas claires, c'est difficile d'avoir des liquidités ou de les garder ou d'enlever. Donc, ce sont les 4 axes aujourd'hui que je donne souvent aux entrepreneurs. Soyez clair sur votre idée. Soyez clair, mettez-la au clair. Et la mettre au clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire très rapidement l'exécuter. Pour pouvoir mesurer. Plus on exécute vite, plus on mesure, plus on a la latitude de dire OK, ça, j'ai testé, c'est pas bon. Je modifie ça, je reteste, jusqu'à trouver le produit qui fit vraiment avec sa cible. Alors, c'est les 4 piliers. D'accord. L'idée, la stratégie, l'exécution, les liquidités. Et ce modèle-là et cette démarche-là, bon, elle est plus facile dans certains marchés que dans d'autres. Tu vois, en Afrique, on a moins la latitude de se planter. Quand on se plante, c'est parfois plus difficile de se relever. Et donc, c'est pas toujours évident pour tout le monde, quoi, de se dire, OK, j'essaye ça, et si ça marche pas, après, je vais améliorer, je vais ajuster, Donc, c'est un peu difficile parfois de trouver cet équilibre-là. C'est pas qu'on n'a pas envie de prendre des risques, mais c'est que parfois, on se dit qu'on ne peut pas se permettre de les prendre. Parce que le prix à payer est trop cher derrière. C'est vrai.
C'est vrai. Si on regarde la part d'investissement capté par l'Afrique, surtout l'Afrique francophone, sur les investissements pour les startups, on est très, très bas. Très, très bas. J'ai plus le chiffre en tête, mais je pense qu'on était à moins de 1% pour l'Afrique francophone. Sur les investissements dans le monde, pour les startups. Donc, factuellement, c'est vrai. Maintenant, une fois qu'on l'a constaté, qu'est-ce qu'on peut faire pour le changer? Il faut qu'il y ait, donc, plus de personnes qui poussent et qui accompagnent les startups. J'en connais beaucoup qui sont excellents, des personnes très brillantes. Partech avec Tidiane Dem, qui est ancienne Google, que beaucoup de gens connaissent. Madisok avec Aske Ventures, Concrete. Donc, il y en a beaucoup. On a les outils de l'État, Sénégal Startup Connect qui commence. On a aussi des outils de garantie, justement, pour couvrir le risque. Parce que ce que vous dites, finalement, c'est comment est-ce qu'on peut permettre à des gens de lever de l'argent et de couvrir les garanties demandées par les banques. On a le fonds GIP. On a le fonds GIP, on a ADPME, on a plein de structures que l'État met pour aider. Mais ça ne suffit pas. Donc, des acteurs comme Sonatel, on se dit, qu'est-ce qu'on fait pour aider? Donc, capital humain. Quand on crée une start-up, on a besoin d'avoir des gens qui travaillent dessus. Quand on démarre une start-up, on n'a pas les moyens de payer, entre guillemets, des cadors. Les plus gros talents. Dans nos pays, c'est difficile de les payer en termes de salaire. Donc, comment faire en sorte quand même que les start-up puissent avoir accès à des ressources de qualité, pas trop chères, pour soutenir les premières phases de développement au moins. Donc ça, c'est du capital humain. C'est de la formation, il faut former des jeunes. C'est aussi de l'accompagnement en mentorat. Il faut trouver des gens expérimentés qui partagent leur expérience. C'est du coaching parfois. Et une fois que le capital humain est réglé, il faut que la start-up puisse avoir des revenus réguliers qui lui permettent de soutenir son développement. Ces revenus-là, en règle générale, c'est soit de la levée de fonds, enfin des revenus, des liquidités, soit de la levée de fonds ou des revenus. Et les revenus, pour les garantir facilement, il faut que les entreprises achètent auprès de ces startups-là, les entreprises nationales. Il faut des clients, quoi, tout simplement. Non, il faut, oui, mais il faut que les entreprises aient des clients. Quand on dit clients, c'est très vaste. Ça veut dire que la startup doit sortir, faire du boutique au bac, donc du coup, faire du porte-à-porte, vendre au niveau des trucs, se battre pour avoir des clients. Il y a une façon de les aider à accélérer ça, c'est de se dire, bon, nous sommes une entreprise responsable, on va faire ce qu'on appelle du venture clienting. On dit, OK, on a on a des problèmes de logistique pour notre distribution. On prend une startup, PAPS, à qui on confie la livraison chez les clients, en last mile. Ça lui fait du marché. Et donc, des flux de liquidité qui lui permettent au moins de réduire la tension sur ses coûts fixes. Donc, si Sonatel le fait, Senelec le fait, FH le fait, Auchan le fait, etc., ça permet de donner plus de mou à ces start-upers-là. Ça crée un coussin de sécurité pour travailler plus sereinement sur l'amélioration de leurs produits, leur compétitivité par rapport aux autres start-upers d'Afrique et du monde. Donc, c'est vraiment essentiel pour les aider. Donc, deux choses essentielles, vraiment, pour résumer. Le capital humain et de la liquidité. Après le reste, j'avais parlé de discipline. Je connais beaucoup de start-upers en Afrique qui n'ont pas fait marcher leur boîte parce qu'ils n'ont pas la discipline d'exécution. Quand les premières rentrées d'argent arrivent, on a trop envie d'acheter une voiture. On a trop envie d'acheter un appartement. On a trop envie de prendre une deuxième épouse. Donc ça aussi, à un moment donné, il y a une discipline. Et cette discipline-là, elle vient de la motivation intrinsèque. Je suis tellement fan de ce que je suis en train de réaliser en termes d'impact que c'est naturel pour moi de m'astreindre à cette discipline. Voilà. Si je le fais juste parce que je veux rapidement gagner de l'argent et commencer à faire du show-off, ça ne perdurera pas. Ça vient aussi donc de ce que tu disais par rapport à cette vision à long terme. Absolument. Si tu as cette vision à long terme, tu ne vas pas te laisser distraire ou divertir par des plaisirs rapides. Exactement. Tout ce qui est éphémère et qui disparaît vite et qui va faire partir la boîte plus vite. Exactement. Exactement. Ok. Tu parlais de besoin, d'être sûr de répondre à un besoin. Je pense que c'est pas toujours facile, en tout cas moi en tant qu'entrepreneur dans les médias, on pourrait penser qu'il n'y a pas un besoin fondamental. Moi, j'ai un magazine qui s'appelle Afrofeeling. Rien ne m'assure que les gens ont besoin d'avoir ce magazine. Oui. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas le faire pour autant. Oui.
Donc, comment savoir que ce besoin existe vraiment ou bien que mon idée a une raison d'être? Si c'est pas un besoin primaire de manger ou bien de sécurité ou quoi, tu vois? Je n'invente rien. C'est des techniques qui existent aujourd'hui déjà dans le monde des startups qui sont éprouvées depuis des années. Il y a ce qu'on appelle le design thinking. Donc, c'est du design par l'exploration co-construite avec les clients et les utilisateurs. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que ça commence par l'empathie map. Donc, c'est une carte d'empathie. On fait la carte d'empathie du client cible. Bien sûr, si vous créez un magazine comme ça, vous dites, OK, quelle est la cible pour qui je fais ce magazine? Qu'est-ce qui peut les intéresser? Quelles informations ils ont besoin d'y trouver? Ça, c'est votre perception de ce qui devrait intéresser les gens. Après, vous faites l'empathie map. Quand les gens vont regarder mon magazine, qu'est-ce qu'ils doivent voir? Qu'est-ce qu'ils doivent entendre? Parce que parfois, on entend en lisant. Qu'est-ce qu'ils doivent ressentir? L'émotion. Et en partant de l'empathie map, vous allez à la découverte de vos clients cibles. Et ces clients cibles-là, vous les interrogez, vous discutez avec eux dans le process design thinking. C'est ce qui vous permet de vous nourrir en idées pour dire, bon, OK, finalement, voilà comment je vais construire mon magazine pour répondre à un besoin qui pourrait intéresser cette cible-là. Besoin, donc, qui parfois n'est pas visible. On le suscite par de l'interrogation, par de l'entretien, par de la mise en situation. Parfois, on fait un mock-up du journal. Et si je te donnais ce journal-là, qu'est-ce que ça t'inspire? Et si cette version-là, qu'est-ce que ça t'inspire? Et donc, progressivement, on a cette découverte du besoin client qu'on suscite en lui. Et en le faisant, on note quand même quelles sont les réactions qu'il a eues. Quels sont les arguments qui l'ont fait changer d'avis. Parce que ça, on en aura besoin plus tard, lorsqu'il faudra faire l'exécution. Le process de la stratégie, on en a parlé. Il faut savoir que dans le monde de la stratégie, les startups ont amené beaucoup d'innovations sur comment on fait la stratégie. Il y a un process Lean Startup, qui est un process aujourd'hui industrialisé, justement de découverte, test, expérimentation, correction. Il y a le process qui a été inventé par des professeurs à l'INSEAD, qui permet de dire, OK, on est au Sénégal, il y a 57 magazines entre les mains des gens, en physique comme en numérique. Qu'est-ce que je fais pour ne pas être dans cet océan de magazines existants et créer un nouvel univers, donc un océan bleu pour mes magazines que je vais produire? Et ça, c'est un process qui est plutôt fondamental pour beaucoup de startups parce que on crée un nouveau marché. Au lieu de s'attaquer aux clients existants, on s'attaque aux non-clients du marché. Donc, par exemple, typiquement, c'est de dire, OK, voilà l'ensemble des magazines existants. Qu'est-ce qui caractérise les clients qui les utilisent? Quels sont les attributs, donc les besoins, qui fondent le choix, les critères de choix? Ensuite, ces besoins-là, comment les gens se positionnent dessus actuellement? Puis, quelles sont les choses que ces magazines sont en train de fournir, qui sont parce que c'est l'industrie qui le font comme ça. Souvent, il y a des questions, pourquoi tu fais ça? Mais parce que c'est comme ça, tout le monde fait ça. Quels sont tout le monde fait ça, là, entre guillemets, que tout le monde fait, mais qui réellement n'apportent plus de valeur, dont les lecteurs peuvent se passer parce qu'au contraire, dès qu'ils arrivent dessus, tournent la page. Il faut savoir les identifier. Quelles sont les choses qu'on donne, sur lesquelles on met beaucoup d'emphase, beaucoup d'énergie, parce que c'est notre kiff personnel, en réalité, on répond à notre besoin, mais qui en réalité intéressent les autres, mais pas à ce niveau-là. Donc, on peut réduire. Par contre, quelles sont les choses sur lesquelles les gens sont demandeurs d'avoir plus d'infos, plus de choses intéressantes? Et enfin, quelles sont les choses que les gens n'ont pas du tout? Donc, cette matrice-là permet de pouvoir commencer à identifier un chemin vers un nouveau marché. Et pour construire ce chemin, si on interroge les clients existants, c'est difficile. Parce que effet de rémanence, ils vont dire, ouais, mais tout va bien. Il faut interroger ceux qui n'utilisent pas, ceux qui ne sont clients d'aucun des magazines, ceux qui n'utilisent aucun magazine. Combien ils sont? Combien ils pèsent? À quoi ça correspond en termes de valeur? Et du coup, est-ce que ça vaut la peine? Tout ça, c'est un long process quand même et ça demande beaucoup de travail. Ça demande aussi une capacité d'analyse des données. Quand on dit long, on parle de combien de temps, à ton avis?
Bon, je sais pas, après ça dépend peut-être de ce qu'on soit même du calendrier qu'on s'inflige, mais d'avoir vraiment des données conséquentes, ça peut mettre, je sais pas, plusieurs mois, En règle générale, ça dépasse pas 3 mois 3 mois. et c'est 3 mois bien dépensés. Oui, parce que ça permet vraiment d'ajuster, Voilà. déjà son positionnement, son produit, connaître sa cible et d'avoir la vision claire dont tu parlais. Ça dépassera 3 mois, bien sûr, s'il faut faire un prototypage industriel, qui prend du temps. Oui, ça dépassera peut-être 3 mois, mais la majeure partie du temps, pour le magazine typiquement, ça dépasse pas 3 mois. D'accord. Donc c'est 3 mois bien pensés, bien dépensés, qui après derrière font gagner 2 ans, 3 ans de qu'on appelle de test and learn, avec beaucoup d'échecs et beaucoup de dépenses, Ouais, et donc beaucoup de cash qu'on peut raccourcir. OK. Voilà. Donc il y a plusieurs techniques. Donc j'ai parlé de la modèle, enfin du modèle Lean Startup. Startup. Il y a tout ce qui est Lean Canva, il y a les modèles Business Model Generation d'Alex Osterwalder, on a donc Blue Ocean. Il faut du coup savoir quel framework stratégique utiliser pour quelle startup. Ouais. Et tu vois, toi, avec ton expérience, ta vision, ton expertise, c'est facile de dire ça et de voir ça. Mais moi, je me mets à la place du jeune entrepreneur qui démarre. Tout ce que tu viens de dire déjà, il est submergé. Non, c'est pour ça que c'est pas à lui de le faire. Ouais. Typiquement, nous, à Sonatel, on a tout un département avec des gens qui sont là-bas, qui s'occupent de faire le sourcing, donc la collecte, l'inventaire des idées, de les trier, de faire des pitchs aux gens pour qu'ils défendent leurs idées. Donc, expliquer leur position, marché cible, traction. Et ensuite, d'en choisir chaque 6 à 9 mois, combien on accompagne et ceux qu'on accompagne. Et on les fait passer par ce process-là. D'accord. Justement, c'est pour les aider à ne pas se chercher. Ouais. On le fait. Il y a d'autres acteurs qui le font. Partech avec sa Partech Villa, Askey Ventures, Karimsi, Jocolabs. Ouais. Donc, beaucoup de gens sont sur ce créneau-là pour accompagner et aider les startups à faire ce chemin-là plus vite, sans être submergés par toutes ces... Donc, eux, ils se laissent porter. Ils sont sur une vague où la démarche est connue. S'ils ont suffisamment confiance en se laissant porter, ils arriveront à avoir, à la fin, au moins, un résultat tangible, etc. Vous avez calculé le taux de réussite des startups que vous accompagnez? Alors, je suis fier de dire que pour le moment, on n'a pas de casse. On n'a accompagné aucune startup qui a fermé boutique. Et ça fait, je pense, ça fait 7 ou 8 ans qu'on fait ça. Et vous en accompagnez combien chaque année, à peu près? Alors, au total, je pense qu'on va être pas loin de 100 startups accompagnées. OK. Depuis 8 ans. On a commencé progressivement. Nous-mêmes, notre modèle a pivoté, justement. C'est un terme très, très familier à l'écosystème des startups. On a commencé au début par du mécénat, puis par de l'accélération, donc incubation, puis accélération. Puis on a commencé à faire de l'idéation et ensuite de l'investissement. Et donc progressivement, on renforce et on étoffe. D'accord. Mais je suis fier de dire vraiment qu'en tout cas, à ma connaissance, il n'y a aucune startup qu'on a accompagnée dans ce process-là et qui finalement a fermé boutique. Toutes nos startups sont encore en vie. Très bien. Voilà. 100% de réussite, en tout cas de survie, Voilà. c'est déjà très bien. On peut dire que peut-être c'est parce qu'on n'en accompagne pas assez. Pas beaucoup, hein. Vous pourriez faire plus quand même. C'est ça notre ambition. L'ambition, c'est de vraiment, et quand je dis ça, je parle des startups du Sénégal. Donc on est en train d'élargir ça à tout notre footprint, Mali, Guinée-Bissau, Sierra Leone, et de le faire à une échelle beaucoup plus Voilà. Alors j'aimerais que tu nous parles de ce que le digital peut changer effectivement dans nos pays, dans notre développement. Mais avant ça, je voudrais évoquer le point dont tu as parlé tout à l'heure, la discipline personnelle en tant qu'entrepreneur, manager et puis citoyen, tout simplement. Quels sont, toi personnellement dans ton parcours, est-ce que à certains moments tu te dis, OK, je vais suivre cette règle, cette discipline-là parce que j'ai besoin de ça si je veux aller là où je veux aller? Et si tu avais ces règles-là, ces disciplines-là, quelles sont les disciplines qui ont fonctionné pour toi? Oui. Bon, mais après, je pense qu'il y a une prédisposition naturelle. Qui est due à l'éducation, Oui. à l'environnement? Mon père était professeur d'université. Bon. Ça induit un certain nombre de choses, hein, en termes de... Et puis normalien, donc il a fait l'école normale William-Ponty. OK. Donc c'est la vieille école de l'enseignement. Donc il y a des prédispositions
Ce que je vais dire, ça ne veut pas dire donc c'est transposable à tout le monde. Mm. Mais la première chose, c'est juste de savoir ce qu'on veut faire. Même si c'est pas ce qu'on fait. J'ai jamais réalisé ce que je voulais faire. La première chose que je voulais pas faire, c'est rester aussi longtemps à Sonatel, typiquement. Quand je rentrais à Sonatel, je me disais, bon, allez, j'y vais pour apprendre, c'est une grande boîte, apprendre les process, comment on travaille. Puis je pense qu'au bout de 5 ans, je vais aller faire autre chose. Ça fait 20 ans, et plus de 20 ans, et j'y suis encore. Donc, typiquement, c'est pas toujours parce qu'on prévoit quelque chose qu'on le fait. Mais il faut prévoir ce qu'on veut faire. Sinon, on va juste se lever chaque matin et aller dans tous les sens. Donc, il faut définir sa cible. Et moi, il y a un framework japonais qui s'appelle l'Ikigai, que j'ai utilisé à l'époque, et que j'utilise d'ailleurs pour mettre à jour cela, souvent pour dire, OK, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie personnelle et professionnelle? Ça permet de pouvoir plus facilement adopter une discipline de vie. Donc, en le faisant, je me suis donné une cible, et cette cible-là, ça impose des formations, de l'auto-formation, beaucoup de lecture, beaucoup d'expérimentation, beaucoup de tests. Puis la deuxième chose, c'est la gestion de son temps. Tu vois, les choses qui ont marqué pour moi. Je me rappelle, à un moment donné, donc j'étais dans le monde de la technique, puis j'étais dans le monde du business, donc commercial, à la direction des entreprises à Sonatel. Et donc, c'était un changement majeur de comment ma journée type se passait. Ma journée type, quand j'ai commencé à Sonatel, ressemblait beaucoup à ma journée type quand j'étais à l'école d'ingénieur, en tout cas en dernière année. Donc, la transition était naturelle. C'était un truc qui me passionnait, que j'aimais faire, que je faisais tout le temps, non-stop. Donc, il n'y a pas de problème de gestion du temps. Après, ça devient plus compliqué parce que là, il y a un process commercial. Il faut accompagner des commerciaux pour présenter des solutions, convaincre les clients de les acheter, les déployer, les maintenir. C'est plus complexe. Donc, j'ai maintenant plus de choses à faire dans la journée, dont des choses que j'ai pas apprises à l'école, qu'il fallait apprendre. Donc, Sonatel m'a formé. Mais cette formation-là, je devais la faire en même temps que mon travail. Donc, il y avait une certaine discipline. Donc, apprendre. Puis, gérer son temps. Parce que du coup, il y a beaucoup de choses à faire dans la journée. À l'époque, j'avais commencé par un timesheet. J'ai commencé juste par écrire. Bon, en informatique, on est logué. Donc, à écrire tout ce que je fais dans la journée. Créneau horaire par créneau horaire. Et ensuite, au bout de X période, d'analyser à quoi je consacre le plus de temps. Et ces blocs de temps, est-ce que ça concourt à l'objectif que je me suis fixé dans mon Ikigai ou pas? Et quand ça s'en écarte, qu'est-ce que je dois corriger? C'était quoi ton objectif? Juste pour qu'on puisse mettre un exemple concret. Alors, à l'époque, je voulais, entre guillemets, qu'on puisse, nous, Sonatel, travailler au-delà de construire des tuyaux, parce qu'à l'époque, on donnait des accès aux entreprises, aider les entreprises sénégalaises à avoir des solutions IT, donc ici, plus performantes, et donc que le numérique, les télécoms, nous on vendait les télécoms, mais que le numérique, donc les solutions numériques, puissent booster la compétitivité de nos entreprises. Parce que c'est ce qui me passionnait à l'époque. Vraiment travailler à créer un cadre qui renforce la compétitivité des entreprises sénégalaises et leur permettre de pouvoir renforcer leur développement. Parce que quand il y a plus d'entreprises sénégalaises qui se développent, c'est beaucoup plus de boulot pour les gens, c'est beaucoup plus de sous pour notre économie, pour les écoles, pour la santé, etc. Quand j'avais réfléchi, c'est le truc qui me permettait de faire quelque chose que j'aime, sur lequel je pense que j'étais plutôt pas mal, en tout cas à l'échelle du Sénégal, de faire quelque chose qui me paraît utile, de faire quelque chose pour lequel les gens pourraient payer. Et donc, la combinaison de ces quatre-là, c'était mon Ikigai. Et puis, on m'a amené un jour au marketing. Donc, et après, au marketing, j'ai appris encore à faire du marketing. Mais si je n'avais pas cette capacité à chaque fois à mesurer à quoi je consacre mon temps, est-ce que ça contribue ou pas à ce que je veux réaliser? Qu'est-ce que je dois corriger? Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois délaisser? Je n'aurais pas pu continuer à progresser personnellement. Parce qu'en fait, la discipline, elle est d'abord une équation de progrès personnel. Comment j'essaie, moi, d'être la meilleure version de moi-même demain et après-demain. On a trop tendance à regarder notre progression par rapport aux autres, dans une logique de compétition. Le premier
premier, entre guillemets, adversaire qu'on a, c'est soi-même. Et j'ai eu la chance de comprendre ça très tôt. Et ce qui m'a permis donc, loguer mon temps, comparer, apprendre, améliorer. Et ensuite, créer des routines. Je pense que j'ai dû regarder les routines, peut-être une vingtaine d'entrepreneurs. Les daily routines. C'est des vidéos qui existent sur YouTube. Pour regarder, comparer, qu'est-ce qu'ils font, à quelle heure ils se réveillent, quand est-ce qu'ils font du sport, quand est-ce qu'ils mangent, combien de réunions ils font dans la journée, combien d'heures ils travaillent par jour. Et j'essaie de faire ça aussi avec des entrepreneurs sénégalais, des avocats, mon patron actuel, c'est cool. Mes patrons précédents, des grands frères qui sont aussi patrons, le DGA de la zone orange, par exemple, pour le bas. Je pose des questions. Moi, comment tu organises ta journée? Et ils décrivent, et je note, et je compare. Et je compare à comment j'organise ma journée. Je regarde qu'est-ce que je peux en apprendre. Comment je peux progresser. C'est cette envie peut-être de s'améliorer tous les jours qui permet d'installer une discipline par des routines qu'on met en place pour ne pas sortir du cadre. Alors, quelles sont les routines qui marchent? Dis-le nous. C'est d'abord des choses qui sont alignées avec la façon dont je vois la vie. Donc, c'est aussi beaucoup de spirituel. D'accord. Je me nourris beaucoup de ça pour développer l'énergie positive dont j'ai besoin. Pour ne pas être enfermé dans mes peurs, parce que j'ai beaucoup de peurs, comme n'importe qui, même si les leaders ne l'assument pas. Pour ne pas être enfermé dans mes hésitations, parce que sinon, je ne fais pas d'action. Et surtout pour ne pas être enfermé dans le ressassement du passé. Le passé, on en apprend, mais on ne reste pas dedans. On vit dans le présent et on construit le futur. Donc, il y a beaucoup de spirituel. Ça commence donc par une routine où je me lève tôt le matin, je fais ma prière, je fais mes séances de zikr. Pour stabiliser un peu tout ça. Ensuite, rapidement les news, qu'est-ce qui se passe, etc. Bon, je fais de la stratégie obligée. Et après, tout de suite, j'ai, en règle générale, parce que j'arrive assez tôt au bureau, autour de 6h45, 7h, j'ai une bonne heure et demie de travail focus. Donc, il y a plein de sujets sur lesquels je travaille de façon concentrée, je ne suis pas dérangé. Et après, les réunions commencent, puis les pauses mail, parce que je ne fais pas mes mails toute la journée. Chaque fois qu'un mail arrive, je vais regarder, non. Il y a des périodes pour les mails, il y a des périodes pour traiter les parapheurs, malheureusement, il y en a toujours, électronique, souvent. Et puis ensuite, lecture, parce que je m'astreins à lire au moins 2 fois 20 minutes par jour. Au moins. Donc ça, à la rigueur, c'est à la fin de la matinée en règle générale, à l'heure de pause. Puis, après la pause, donc, je saute toutes les phases où il faut aller prier, machin, tout ça. Une deuxième phase où je fais 1 heure de deep dive sur un sujet, soit le même sujet que le précédent ou un autre sujet. Okay. Et ensuite, on reprend le rythme, réunion, parapheur. Et en fin de journée, j'essaie de faire du sport, j'y arrive jamais. Je le faisais avant, j'y arrivais quand je faisais moins de choses. Et plus j'en fais, moins j'ai le temps de faire du sport. Donc, ça fait partie de mes éléments d'amélioration actuels. Voilà. Et le soir, du temps de qualité avec les enfants. Le deep work de l'après-midi, c'est combien de temps? 1 heure. 1 heure. Donc ça me fait 2 heures de temps de deep work dans la journée. Ok, d'accord. Et là, tu es sûr de voir tes résultats. Tu sais que quand tu suis cette routine-là, en général, donc tu vois tes résultats. C'est ça. D'accord. Et bon, bien entendu, les dimanches soirs, après-midi, sont souvent consacrés à la préparation justement des sujets des deep work de la semaine. Ok. Et le dimanche qui précède le mois, c'est le dimanche qui permet de planifier tout le mois. Ok. Voilà. Donc, tu as une séance de deep work mensuelle qui est vraiment stratégique sur du long terme. Et après, chaque semaine... on met à jour parce que l'actualité bouge. D'accord. Ok. Et parmi les gens que tu as interrogés, tes collègues, directeurs ou autres, ils ont à peu près les mêmes... c'est ces mêmes routines-là qui fonctionnent pour eux aussi? Tu retrouves un peu ces routines communes-là? C'est un mix d'un peu de choses. Hein. C'est un mix de ce que je vois sur ce que des grands patrons dans le monde font, ce que les patrons africains font. Donc, c'est pas quelque chose qui est calé avec quelqu'un, mais oui, il y a les mêmes choses. C'est des deep work, des séances de deep work, il y en a toujours. Ouais. Des séances, entre guillemets, de centrage sur soi, pour voilà, rester présent, développer la self-consciousness là. Ouais.
Et ça existe toujours d'une façon ou d'une autre, hein. C'est par de la méditation, par de la prière, par de la lecture, par du sport. Mais ils en ont tous. Une discipline d'hygiène de vie, justement. Oui, l'alimentation, si tu fais attention, pas trop de sucre, parce qu'il paraît que le sucre a vraiment un effet beaucoup plus important qu'on le croit sur même notre façon de réfléchir et notre état d'esprit, en fait. 2 heures de diplo, c'est l'équivalent d'un marathon, je crois, de mémoire. J'ai plus le chiffre en tête, mais Ah c'est oui, en termes d'énergie pompée dans le corps. ok, Donc, du coup, forcément, il faut du sucre pour nourrir ça, mais il faut pas trop de sucre. oui, Il faut des protéines, il faut des céréales, il faut, voilà, mais en bonne dose. Donc, moi, j'essaie d'avoir le moins de gras possible dans ma nourriture. Ouais. ok, Et d'avoir le moins de sucre possible, mais il faut du sucre. Le d'accord, travail intellectuel, quand même, pompe beaucoup d'énergie. ok. Bien entendu, dans cette routine-là, parfois, certaines sessions, il y a des jours où c'est des sessions proximité avec les équipes. Donc, j'essaie d'essayer de voir au moins toutes mes équipes au moins une fois par mois. Au moins chacun. Pour le moment, c'est Oui, difficile quand on gère 10 000 personnes, bien entendu. J'ai la chance de ne pas encore en gérer 10 000. oui, mais t'en gères beaucoup quand Ça même. arrivera peut-être un jour. Tu- tu- J'essaie de les voir au moins une fois par mois. D'accord, une fois par mois, tu auras vu chaque personne de ton équipe Mais au pas moins. en one-to-one, hein. Oui, En oui, one-to-one, oui, oui. c'est plus compliqué. Mais au moins passer, poser des questions, discuter, prendre le temps d'échanger et avoir le feedback direct. Donc, après ça, du coup, ça doit se planifier dans les journées, dans le mois, etc. Bien sûr. Les présences terrain, là, je suis à la stratégie, j'en fais beaucoup moins. Quand j'étais, par exemple, à la tête d'Orange Money, j'en faisais beaucoup. Et en général, quand j'étais aussi à l'étranger, parce que comme je ne suis pas natif du pays, pour me mettre à la place des gens, donc me mettre dans leurs souliers, comprendre le pays, comprendre les rouages, comprendre les codes du pays, il faut être très présent. Ouais. Et donc, voilà, ça dépend en fonction des... La routine peut changer. Mhm. Là, c'est ma routine actuelle en tant que directeur de la stratégie. Quand j'étais à Orange Money, c'était pas la même routine. D'accord. Quand j'étais au Mali, c'était pas la même routine. Quand j'étais en Guinée-Bissau, c'était pas la même routine. Donc, tu as eu quand même la chance, le fait d'être dans un grand groupe comme la Sonatel, ça permet de t'adapter facilement, ça te permet d'avoir des formations disponibles rapidement. Moi, je sais que je suis dans un secteur qui a connu une transformation totale, celui des médias, ces 5-10 dernières années. Ça a même démarré pour moi en 2001, en fait, avec la numérisation et tout le reste, et puis après avec les réseaux sociaux. Euh, je sais qu'à un moment, pour moi, c'était vraiment très difficile. C'est-à-dire, j'avais l'impression qu'il fallait que je désapprenne tout et que je réapprenne un nouveau métier, en fait. Et ça, c'est pas forcément évident à faire pour tout le monde. Tout le monde n'a pas le temps, tout le monde n'a pas les ressources. On n'est pas guidé. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour aider les gens, les jeunes notamment? Est-ce que c'est regarder des vidéos YouTube? Comment tu as fait, toi? En dehors de l'aide de la Sonatel? Alors, l'aide de la Sonatel n'est jamais venue en premier. Ok, Avant de demander une formation sur quelque chose, il faut que je sois sûr que j'ai les fondamentaux, les prérequis pour absorber la formation, pour en tirer le max possible. Donc moi, je ne crois pas au sujet qui consiste à ne pas se préparer, à le se poser en salle en pensant qu'en sortant, on sera tout. Il faut le préparer, il faut beaucoup se documenter avant de s'inscrire dans une formation. En tout cas, c'est ce que je fais. La deuxième chose, bon, moi, j'ai changé beaucoup de métiers, hein. À la base, j'étais formé pour travailler dans les usines. Je suis ingénieur génie industriel, courant fort, comme on dit. Puis j'ai fait la transition vers les télécoms techniques, puis une transition vers un peu de commercial, donc consultant avant-vente, pre-sales. Puis j'ai fait du marketing, puis j'ai fait du mobile money, j'ai fait du B2B, du B2C, du wholesale, de la stratégie. Donc à chaque fois, il fallait apprendre un nouveau métier pour faire ces jobs-là. Donc du coup, il a fallu développer une routine d'apprentissage. Donc ma routine d'apprentissage, c'est beaucoup de lecture. C'est pour ça que j'ai une routine de lecture dans la journée. Je m'astreins à lire. Mais c'est des bouquins, c'est des journaux, parce que tu es obligé d'être au courant de ce qui se passe. Donc l'actu, qu'elle soit technique, qu'elle soit manager. Quand je dis le temps qui est booké pour lire, en règle générale, c'est soit des magazines techniques Ok, ou c'est des bouquins. d'accord. Voilà. Par contre, s'informer, comme je dis, bon, ça arrive la journée, le matin, le soir, etc. Quand j'ai moins besoin de mobiliser de la puissance cognitive. Mais il y a du temps où je me pose pour lire, et quand je lis, c'est pour en tirer des enseignements à chaque fois. Donc, de la lecture. Ensuite, très souvent, avant je lisais, il n'y avait pas beaucoup de livres qui étaient sur YouTube.
Donc, quand je suis sorti de mon cocon naturel de la technique. Maintenant, tous les livres quasiment ont un résumé sur YouTube. Quasiment. Hmm. Je commence par regarder les résumés. C'est pas long en général, c'est des vidéos de 10 à 12 minutes, 10 à 20 minutes, que je mets en avance en lecture rapide. Tu fais du x2, toi aussi, pour écouter. Attention. Je le mets en lecture rapide parce qu'en fait, c'est juste pour poser le terrain. D'accord. Ouais. Je n'écoute pas pour apprendre. J'écoute pour me familiariser. Donc, j'ai pas besoin que ce soit lent, que je me concentre. Non, c'est juste pour que ça passe. En général, c'est dans la voiture, quand je conduis, etc. Et après ça, maintenant, je vérifie. En général, on a souvent le bon bouquin. Parce que quand on en regarde beaucoup sur un sujet, les vidéos, on sait lequel il faut lire. Et c'est là où je choisis celui que je lis. D'accord. Et puis, je le lis. Et je mets une note de lecture. Avant, c'était des notes écrites. Maintenant, c'est plus difficile. Donc, c'est sur le téléphone. Et après, je regarde qu'est-ce que ça peut changer dans ma façon d'aborder les choses. Qu'est-ce que ça peut m'apporter pour aborder un nouveau sujet dont il faut se familiariser pour l'intégrer dans mon travail. Donc, c'est cette routine-là qui me permet d'apprendre. Et après, maintenant, seulement, pour aller plus loin, je vais voir avec Sonatel quelles sont les formations qui sont prévues dans le catalogue de formation que je peux prendre. On a un outil digital d'apprentissage avec plein de cours déjà, donc un peu comme les MOOC, qui s'appelle Orange Learning. C'est ça l'intérêt de notre partenariat avec le groupe Orange. Il y a beaucoup de ressources qu'on aurait eu du mal en termes de temps, d'argent, d'énergie, de bras pour les faire, dont on peut disposer plus facilement par ce transfert technologique. Donc, on a Orange Learning où il y a plein de choses, des cours, etc., sur lesquels je peux aller prendre de premiers cours. Et s'il faut une session, il y a Orange Campus, sur lequel il y a des formations avec un catalogue. Et s'il faut un truc plus spécifique maintenant, bon, on fera un truc spécifique. D'accord. Voilà. Mais c'est comme ça le process. Je me familiarise, puis je lis, puis j'essaie de mettre en œuvre pour avoir de vrais problèmes à poser quand j'irai voir à la formation. Ensuite, je regarde sur les catalogues existants, ce qui est déjà disponible sur l'étagère. Et si tout ça me laisse encore un petit goût d'inachevé, ben, je vais prendre une formation. Si on parle du digital, tu as vraiment beaucoup travaillé sur le mobile money notamment, et donc la transformation digitale, c'est votre métier, quoi, c'est votre environnement dans le groupe Sonatel. Comment tu vois l'évolution encore du monde et plus précisément de nos pays, l'Afrique, d'ici 5 ans? Est-ce que le digital va vraiment prendre toute la place qu'on pense? Et comment ça va se passer selon toi? Ça fait longtemps qu'on dit que c'est la 4e révolution. Avant qu'elle ait fini, maintenant on parle de la 5e avec la partie IA. Ouais. Je pense que on est à la porte d'une rupture majeure. En tout cas, la rupture que l'IA peut apporter aux différents secteurs. La rupture que des technologies comme la 5G peuvent apporter aux différents secteurs économiques. On est à la porte d'une rupture majeure. L'Internet des objets, qui est longtemps professé, je pense d'ici 2 ou 3 ans, sera une réalité tangible. On aura des usines plus intelligentes, des voitures plus intelligentes. Et concrètement, dans la vie des gens, dans la vie ça va, ça... Non, mais avant que ce soit... Oui. Le cycle de l'innovation, ça commence toujours loin de la vie des gens. C'est comme quand on se dit les défilés de mode, à quoi ça sert? Oui. Ce que les créateurs vont faire, c'est ce que les gens vont commencer à porter tous les jours, 5 ou 10 ans plus tard. Donc c'est la même chose. Les ruptures qu'on verra dans la vie des gens commencent déjà par les ruptures technologiques qui arrivent et ce que ça apporte comme opportunité. Il y a le cloud computing. Là, c'est les ruptures technologiques qui arrivent. Il y a tout ce que l'IA apporte en termes de puissance de calcul et donc ses implications en termes de cybersécurité. Forcément. Il y a tout ce qui est lié donc, alors, moi, j'aimerais bien avoir... l'Internet des objets. Ouais. Toutes ces choses combinées, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet d'avoir des entreprises qui sont plus lean, donc pour qui le numérique va coûter beaucoup moins cher, qui vont avoir des business models plus collaboratifs, en termes de mode de fonctionnement interne, mais aussi vis-à-vis de leurs partenaires et parfois de leurs clients. On va avoir plus de choses qui se vendent en ligne. On va avoir plus de fraude. On va avoir plus de risques de détournement, de vol, parce que le numérique aussi, c'est une question de comprendre comment ça marche. Et tout ça combiné fait que
il faut préparer les gens à ça. Donc, il faut des gens qui prémâchent la technologie, qui la sécurisent et qui la mettent à disposition. Mais il ne faut plus que ce soit juste, comme on le voit aujourd'hui, des tuyaux. Je veux acheter un pass data. Non. Il faut qu'on aille plus haut, il faut qu'on aille plus loin. Tout à l'heure, par exemple, typiquement, on a lancé une application, une super app Maxit. La vocation de Maxit, justement, c'est d'être le supermarché des informels, typiquement. C'est permettre à tous ceux qui font ce que j'appelle les ambulants digitaux, les marchands ambulants qu'on a dans tous nos pays. La discipline, c'est aussi de les sortir des rues. Mais il faut qu'ils mangent. Comment on règle ça? Il faut leur permettre de toucher leurs clients, de vendre leurs produits sans être entre les voitures. Ouais. Mais ça, pour que ça puisse se passer, il faut qu'on puisse leur donner une plateforme où ils exposent leurs ventes, qu'ils puissent vendre plus que ce qu'ils vendaient dehors, parce que sinon ils vont rester dehors. Ouais. Qu'ils puissent s'assurer de recouvrer l'argent, de le garder, d'être financés. Donc, ce sont toutes ces couches-là qui doivent être posées. Et pour les poser, il faut du cloud. Là, on revient sur les fondamentaux de la technique. Il faut plus de production locale, donc des usines compétitives. Pour qu'elles soient compétitives, il faut qu'elles soient mieux surveillées, des coûts plus bas. Ces coûts-là, pour les baisser, forcément, le numérique est le principal levier. Il faut aussi des circuits de distribution. Donc, on a maintenant cet univers de la livraison. Au Sénégal, c'est les tchak-tchak. Au Togo, c'est les gozem, etc. Et donc, il faut construire ces briques-là. Mais ces briques seront soutenues fortement par les briques numériques. Donc, il nous faut avoir les infras. Première chose. Poser les infras. Solides, robustes, résilientes, fiables, sécurisées. Il nous faut avoir les cas d'usage. Et les cas d'usage, par la découverte des besoins, c'est les entrepreneurs du numérique qui vont les développer. Ensuite, il nous faut les règles de fonctionnement. Parce qu'il y aura beaucoup de cas d'usage, c'est beaucoup de portes ouvertes à la fraude, du misdoing, etc. Donc, encadrer tout ça par des lois, des règlements, etc. Et enfin, il nous faut de la conscience collective sur comment tirer de la compétitivité, de la valeur autour de tout ça, de manière sécurisée. C'est ça, pour moi, dans 5 ans, on aura un écosystème foisonnant avec plein d'acteurs qui se basera sur des infrastructures numériques de qualité pour fournir des services sécurisés à des gens qui sont de plus en plus conscients de l'impact du numérique dans leur vie. Quels sont les risques en dehors de ce que tu viens de dire, savoir les fraudes, etc. Quels sont les risques pour que une certaine partie de la population ne soit pas laissée à l'écart? Et on parle de l'IA et de l'emploi aussi. Comment est-ce que l'IA peut remplacer certains emplois? Quelle est ta vision là-dessus? De mémoire, il est prévu que l'IA crée 98 millions d'emplois dans le monde et en détruise à peu près 63. D'accord, donc là, c'est bénéfique. C'est positif. Ouais. On a de l'IA dans nos vies depuis très longtemps. Siri d'Apple, c'est de l'IA. On a de l'IA inconsciemment, c'est Google Maps. L'IA va transformer les métiers. L'IA va créer de nouveaux métiers. Et donc, en fait, il y a un remplacement. Il y a des métiers qui disparaissent, il y a des métiers qui sont créés. Donc, il y aura bien sûr des gens qui risquent de perdre leur boulot, qu'il faut accompagner pour qu'ils se recyclent. Maintenant, quels seront les boulots perdus en Afrique? À date, moi, je ne sais pas le dire. Ça peut être demain les agences de com. Ça peut être les publicistes. Ça peut être les marketeurs. Ça peut être les avocats, je ne sais pas. Parce que, après tout, c'est compulser des textes pour en tirer des enseignements. Mais l'IA actuelle n'est pas suffisamment bonne pour supplanter ces métiers-là. Je ne suis même pas sûr qu'un jour on arrivera à ça. Donc, c'est une projection. Mais ce qui est sûr, c'est une opportunité. L'opportunité la plus importante pour moi, à mes yeux, c'est permettre d'aller chercher toute cette cible illettrée par des applications vocales, par exemple. Ce que Bamtou fait très bien, commence à faire, etc. Donc, vocaliser nos langues, les processer et permettre aux gens de passer des commandes numériques vocales et donc s'insérer plus facilement dans le monde. Ça permet à notre bonne maman qui est à Angor, qui est au quai de pêche, qui n'a jamais fait l'école,
de pouvoir ouvrir une application qui sait faire ça et de passer commande sur le supermarché des ambulants digitaux et de se faire livrer sans comprendre comment ça marche. Ouais. Sans avoir besoin de comprendre comment ça marche. Exactement. Est-ce que le risque alors, c'est pas aussi justement qu'il y ait plus besoin d'aller à l'école, il y ait plus besoin c'est-à-dire que si on rend tout accessible en restant illettré, si je peux le dire comme ça, est-ce qu'on tire vraiment les gens vers le haut? Moi, c'est un peu j'ai peur de ça. Alors ça, c'est l'équation cornélienne, hein, qu'on a. On dit inclusion numérique, financière et sociale. Ouais, Ça veut dire qu'il y a des exclus à inclure. ouais. Donc, si on pose l'équation en disant il faut que les exclus s'incluent eux-mêmes en apprenant, etc., tu vois, c'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Oui, oui. Donc, soit on dit, allez, on va inclure les exclus en les mettant sur les niveaux de connaissances, d'apprentissage, etc. Et ça, je trouve que c'est utopique. On a toujours des disparités de compétences, d'apprentissage, de formation. Il y a un minimum maintenant qu'il faut que tout le monde ait. Et tout à l'heure, c'est pour ça que je parlais des écoles. On en est loin, quoi, de ce minimum. Il y a quand même un gap. On est encore très loin de ce Je minimum. prends le cas du Sénégal. Il y a une forte population qu'on estime être des illettrés, qui sont alphabétisés en arabe, qui ont fait les DARA, qui n'ont pas fait l'école. Ils ont fait DARA. Le système le plus productif du Sénégal, c'est le système produit par les DARA. Mhm. C'est rare de voir quelqu'un qui sort des DARA et puis qu'on traite de chômeur. Mhm. C'est vrai. C'est rare, hein? Parce que by design, c'est un système productif. Oui, mais alors, le biais, là, c'est qu'il y a quand même, en dehors des daras aussi, des écoles coraniques. Les gens qui n'ont rien fait, Merci. bien entendu. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut donc voir plus large. Si on veut régler le problème, il faut voir plus large. Donc, il y a du vrai illettrisme, des gens qui n'ont rien appris. Il y a des gens qui ont été alphabétisés sur notre nom, Mhm. qui, par design, dans nos sociétés francophones, ne sont pas embarqués. Lorsqu'on parle d'illettrisme, on les met avec le même lot. Donc, il faut séparer déjà. Mhm. Toujours dans cette histoire de segmenter les besoins, séparer les gens, etc. Mhm. Donc, ces gens-là, il faut leur donner des substrats conformes à ce qu'ils ont appris. C'est pour ça que nous, par exemple, dans l'application Maxit, au Sénégal, il y a de l'arabe et du wolofal. Ils peuvent mettre l'interface en wolof. Wolof écrit en caractère arabe ou wolof écrit en caractère latin. Parce qu'il y a des gens qui sont alphabétisés en wolof. Mhm. Et ils peuvent avoir l'appli en français, en anglais et en arabe en plus. Donc, c'est déjà cette démarche pour aller chercher tout le monde selon sa spécificité. Et ensuite, maintenant, si on veut régler le problème d'apprendre à lire, de développer un peu la culture générale au niveau national, comme j'avais dit tout à l'heure, ça c'est une mission de l'État dans laquelle nous avons un rôle, bien entendu. Mais c'est un rôle d'enabler. Mhm. On rend possible les choses en posant les infras. Mhm. Un rôle d'enabler en ayant des data centers pour que l'État puisse héberger des données en plus de ce qu'ils hébergent dans ses propres data centers. Un rôle d'enabler en mettant en place un accompagnement de startups qui travaillent dans la EdTech, donc les startups technologiques sur l'éducation, qui formatent les contenus, qui les mettent en forme, qui mettent des quiz, des formations, voilà. Donc, on a ce rôle-là de poser un cadre qui facilite et évite à l'État de devoir mettre 400 milliards par année pendant 13 ans. Donc, c'est pour ça que je sépare les deux. Il faut gérer le problème de l'existant. Oui. Parce que si on ne gère pas l'existant, notre dividende démographique va être un poison démographique. Oui. Les gens n'auront pas de travail, Oui. n'auront pas assez d'accès à des choses qui leur permettent de vivre dignement. Et donc, ils vont se tourner les uns contre les autres. Il faut construire l'avenir et ça prend du temps. Pour justement baisser le taux d'illettrisme, Mhm. être à 1% ou 0% d'illettrisme. Mhm. Ça prend du temps. C'est des réformes structurelles qui touchent à l'administration, qui touchent aux acteurs du privé, qui touchent aux infras. Mhm. Donc, c'est 2 temps. Il faut savoir jouer sur les 2 temps. Il y a un gros rôle que l'État doit jouer. Tu parlais tout à l'heure de l'importance du spirituel pour toi, dans ta vie. Je trouve que c'est un point important aussi et qu'on a en Afrique. Et j'aimerais savoir comment est-ce que tu gères, parce que quand on est dans une grosse entreprise comme le groupe Sonatel, il y a forcément parfois des choses qu'on voit ou des choses qu'on sait ou des choses qu'on peut même vivre. Alors, pour être simple, comment tu fais la part des choses entre ton éthique personnelle, tes valeurs
Et puis un environnement des affaires où quand même le but c'est à la fin de l'année d'être performant, donc de générer des sous pour l'actionnaire. C'est quand même ça le but aussi de la Sonatel. Comment tu balances tous ces éléments-là sur la base de tes valeurs et de ta spiritualité? Cette question est très simple. Vraiment très, très simple. C'est la plus simple d'ailleurs depuis le début. Je suis quelqu'un d'assez entier. Donc, du coup, s'il y avait des mismatchs de valeurs entre moi, entre ce que je veux et crois fondamentalement et Sonatel, j'aurais quitté la boîte depuis longtemps. La chance que j'ai, c'est que voilà, je suis dans une boîte qui valorise l'intégrité. À Sonatel, on le dit souvent, le premier critère qui fait qu'on renvoie à quelqu'un, c'est un problème d'intégrité. La corruption, c'est un critère de renvoi tout de suite. Et d'ailleurs, c'est ce qui protège notre business model. On est présent au Mali, on est présent en Guinée, on est présent en Guinée-Bissau. Mais dans aucun de ces pays, en Sierra Leone, on ne tolère, par exemple, la corruption. Ni active, ni passive. On a une règle de déontologie, d'éthique qui est très claire dessus. Et c'est des choses qui me parlent. Moi, j'étais bercé par les fondateurs du Forum civil depuis très jeune. Donc, je suis très, très appétent à ces questions de bonne gouvernance, d'éthique, d'intégrité, etc. Bon. Donc, on est quand même dans un pays, il y avait une étude que je lisais sur les jeunes en Afrique. Alors, le Sénégal ne faisait pas partie des pays où les jeunes ont été interrogés, mais bon, ça donne une vision globale. 84% des jeunes africains pensent que le problème numéro 1, c'est la corruption. Donc, je veux bien que dans ton microcosme sonatélien, ça soit une intégrité parfaite, mais on est quand même dans un contexte, et c'est pas que l'Afrique, hein, c'est dans le monde entier, on est d'accord. C'est pas nous qui l'avons inventé, où il y a énormément de corruption. Absolument. Voilà. C'est pour ça que je posais le point. Si j'étais dans une boîte qui pratiquait la corruption, je ne me serais pas autant éclaté. Peut-être j'aurais quitté, ou peut-être j'aurais pas quitté, mais je serais resté la mort dans là. Ouais. J'ai la chance d'être dans une boîte qui ne pratique pas cela. Donc ça veut dire que c'est possible. Parce qu'après tout, on est quand même la première entreprise de l'UEMOA. Ouais. Sans corruption, sans corrompre. Donc ça veut dire que c'est possible. Donc c'est un appel à tous les acteurs. La corruption, c'est simple. Si on se met tous ensemble à ne plus corrompre qui que ce soit, il n'y a plus de corruption. Et on ne peut pas imposer aux autres de ne pas corrompre. Chacun fait un choix individuel de se dire, bon, je m'astreins à cette discipline-là. On en revient à cette discipline que chacun s'impose. Si on se l'impose mutuellement et que l'État met un cadre de bonne gouvernance, comme par exemple le parquet financier, etc., ça facilite ces choses-là. Je ne suis pas dans un monde de bisounours en disant, au B2B, quand j'étais pre-sales, il m'est arrivé de perdre des affaires, sachant que derrière, c'était pas très très clair. Après avoir travaillé 6 mois sur un dossier, j'avoue que t'as les boules. T'as vachement les boules. Donc je l'ai subi, la corruption. On la pratique pas, mais je l'ai subi dans plusieurs pays. Sur des deals où c'était pas faire de perdre. Et j'ai perdu. On en apprend pour dire, OK, comment la prochaine fois, j'arrive quand même à gagner malgré la corruption. Et il nous est arrivé de réussir, souvent d'ailleurs, à gagner des deals sans corrompre, là où des gens étaient venus avec des bakchiches. Donc c'est une stratégie qu'il faut poser d'adressage des affaires pour pouvoir performer dans cet environnement. Tu peux nous en dire, nous faire la version courte ou bien c'est... Non, ça sera pour une prochaine... C'est assez sensible, d'accord. mais c'est pour dire que c'est possible. D'accord. Parce qu'on y arrive. Maintenant, donc, si on sort l'aspect individuel, si on sort l'aspect volonté de l'entreprise de faire, si on sort l'aspect qui consiste à l'État de poser un cadre de bonne gouvernance, le numérique est un vecteur de transparence. Parce que traçabilité, enfin, on peut tout voir, quoi. Donc, plus on va numériser nos économies, plus on va permettre d'avoir de la traçabilité sur tout ce qui est fait en termes d'actes et d'échanges. Et plus ça va être difficile de camoufler des faits de corruption. Ça va être difficile de camoufler des faits de blanchiment d'argent. Ça va être difficile de camoufler des faits d'arnaque, de fraude. Et donc, progressivement, ça permet d'augmenter notre seuil d'intégrité et de réduire notre appétence à ce risque de corruption qui est un risque très élevé. Donc, c'est comme ça qu'on aborde le sujet. Mais globalement, j'ai la chance d'avoir une boîte qui correspond plus ou moins avec mes valeurs. Et donc, cette équation de mismatch ne se pose pas vraiment.
à Sonatel, on a une chapelle et une mosquée, par exemple, au siège. Ouais. Il y a une salle de prière. Pour les chrétiens et pour les musulmans. Très bien. À l'image du pays, on va dire, parce qu'on a toujours été un Il pays... y a beaucoup de boîtes où on a une chapelle et une mosquée. Tout à fait, tout à fait. J'aime beaucoup discuter avec toi. Je pense que je vais te réinviter pour un prochain podcast. J'ai encore quelques questions, mais le temps passe et il va falloir que je te libère. J'aimerais quand même savoir quel a été le moment le plus marquant de ta carrière. Pourquoi? Et voilà. Et qu'est-ce que ça t'a appris? Alors, question pas simple, hein. J'en ai eu des moments marquants parce que une carrière qui a été assez mouvementée. Uh-huh. J'hésite entre mon passage en Guinée-Bissau. Souvent, on me demande pourquoi t'es en Guinée-Bissau. Mon passage au Mali, où je suis arrivé au Mali là, au lendemain du coup d'État de 2012 Ah oui. et du coup d'État. Donc, quand je suis rentré au Sénégal pour être directeur de cabinet du directeur général à la veille du Covid, et puis mon passage bien sûr, à Orange Money Sénégal, après tout ce qui s'est passé dans le marché, avec la concurrence qu'on a connue, avec Wave et toutes les évolutions que ça a induit dans différents pays. Donc, difficile de choisir en tous ces moments. Bon, il y a eu bien sûr quand j'étais au B2B, j'ai découvert le monde de l'entreprise, mes premiers contacts avec les entrepreneurs, comprendre les rouages d'une entreprise. Donc, c'est difficile de choisir, mais je pense que l'expérience la plus récente, qui est la plus marquante, c'est Orange Money. Donc, peut-être je vais rester sur celui-là. Mm-hmm. Donc, c'est ma première expérience de direction générale, donc où j'ai géré une entreprise de bout en bout. Tu te sentais prêt pour le faire à ce moment-là ou il y avait un peu d'appréhension? Oui, j'étais prêt parce que j'étais directeur de cabinet du directeur général de la Sonatel pendant quelques années. Je l'ai vu à l'œuvre, j'ai appris auprès de lui, je l'ai vu faire, je l'ai accompagné dans plein de défis. La Covid, l'arrivée de Free, l'arrivée de Wave, lorsqu'il a fallu baisser le dividende et aux actionnaires, à la bourse. Voilà, donc plein de choses là. La négociation pour le business d'accompagnement là, de l'État béninois, j'ai appris. J'ai beaucoup appris, donc je pensais être prêt. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc c'était l'expérience peut-être récente, la plus marquante. Parce que finalement, c'est une expérience qui touchait à tout ce que j'ai pu collecter depuis lors sur mon parcours, aussi bien interne comme externe. Reprendre les fondamentaux d'une entreprise, réaligner un collectif, se reposer, se poser les bonnes questions, définir ensemble ce qu'il faut faire, repenser la stratégie, repenser le modèle opérationnel d'exécution, partager avec les autres pays les leçons apprises, s'ouvrir aux autres pour récupérer des insights, discuter avec l'écosystème, échanger avec un régulateur en direct, un régulateur en plus très exigeant, la Banque centrale. Et bien entendu, faire tout ça en créant une ambiance qui fait que les équipes ne s'affaissent pas, qu'il n'y ait pas trop de stress, qu'il n'y ait pas trop de pression, qu'il y ait une pression positive, et arriver à avoir des résultats. Donc, c'est la dernière expérience, je pense, qui a été la plus marquante parce que c'est une expérience qui touchait un peu aux fondamentaux de mon Ikigai, comment on aide nos économies à croître, à se développer via le numérique. Et quel a été le moment le plus difficile? Alors, il y en a eu des moments difficiles. Je pense que le moment le plus difficile, c'est au moment de partir, au moment de changer. Parce que comme disait un de mes amis et collègues, Chef John, toute séparation a sa dose de mélancolie. Quand il a fallu tourner la page, aller à la stratégie, bon, ça se voit, c'est un moment qui reste encore émotionnel pour moi. J'ai reçu une avalanche de manifestations d'affection, de gratitude, de reconnaissance de la part de mes équipes. C'était très compliqué cette phase. Parce que voilà, c'était une séparation, donc vécue par certains comme un déchirement, une forte dose de mélancolie. Voilà. Qu'est-ce qui fait de toi un bon leader? Parce que pour avoir une telle manifestation d'affection, c'est que voilà, il y a une proximité avec tes équipes.
qui doivent certainement t'estimer d'une certaine façon. Qu'est-ce qui, selon toi, fait de toi un bon leader, un bon manager aussi? Bon, en toute modestie, je ne suis pas sûr d'être truc, mais pour être clair, il y a une valeur fondamentale que j'ai depuis le début, mais je n'en avais pas conscience. C'est l'intérêt de lire et de continuer à se développer. Quand je suis arrivé à Orange Money, on a vécu la même situation vécue par d'autres entreprises qui se sont fait disrupter, qui ont fini par disparaître. Nokia, Kodak. Donc j'en ai appris. Et puis j'ai regardé une entreprise qui s'est fait plus ou moins disrupter et qui s'est relevée. Microsoft. Et je me suis dit, bon, voilà une entreprise performante avec Bill Gates comme fondateur, leader charismatique, intelligent, brillant, fin stratège, homme d'affaires, qui n'a jamais été aimé. Quand j'étais jeune, j'utilisais pas Microsoft, je l'ai boycotté. C'était côté open source, un peu révolutionnaire sur les plans. Et qui aujourd'hui est très adoré. Et moi, j'adore Teams, j'adore maintenant Office, j'adore Windows 11. Je me suis dit, mais comment ils ont fait? Et quand j'ai regardé, j'ai lu le livre de Satya Nadella, le nouveau CEO, Hit Refresh. Satya a, dans sa vie, eu des coups durs. Son fils était handicapé, né avec un handicap. Il est d'ailleurs décédé récemment. Et ça, il a posé une question dans le livre qui m'a fait réfléchir. Il était tout le temps angoissé, stressé, fâché. Puis un jour, il s'est rendu compte que c'était pas lui qui était malade, mais c'est son fils. Et donc, en réalité, c'est lui qui se posait des questions sur lui, sur comment il se sentait. Il se mettait pas à la place de son fils. Et ça, quand on le fait pour soi, on le fait pour ses collaborateurs, on le fait pour ses clients. Ça développe naturellement une confiance mutuelle. Moi, je valorise beaucoup la confiance. La pierre angulaire de mon système managérial, c'est la confiance. Et donc, on a dû définir l'équation de la confiance. Parce que je me suis dit, bon, ok, il faut que j'ai confiance aux gens. Il faut que je suscite confiance auprès des gens. D'abord mon équipe, ensuite mes clients, parce que c'est la symétrie des attentions. L'attention que je vais porter à mes équipes, c'est cette attention qu'ils porteront à nos clients. Donc, comment je fais ça? Comment je développe cette confiance? J'ai beaucoup réfléchi, j'ai échangé avec les autres, j'ai posé des questions, j'ai rencontré des amis start-upers, j'ai rencontré des mentors, j'ai discuté avec des coachs. Puis j'ai lu le livre de Satya. C'est la meilleure découverte, parce que finalement, c'est quoi? C'est développer de l'empathie. Parce que sans empathie, il n'y a pas de confiance. Quand j'ai l'impression que mon interlocuteur s'en fout de ce que je ressens, je peux difficilement lui faire confiance. Des valeurs partagées. Quand on a des valeurs qui ne sont pas partagées, tout à l'heure, la question des valeurs entre mon système personnel et le système de Sonatel, c'est difficile d'avoir confiance et donc de s'abandonner et donc de donner le meilleur de soi sans se poser de questions. La fiabilité. Dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, être là quand il le faut, disparaître quand il le faut. Et là, le sentiment de sécurité. Quand on dit sécurité, on parle de la sécurité physique en entreprise. Sécuriser les accès, sécuriser les ordinateurs, sécuriser les informations, sécuriser les données. Oui, c'est critique. Mais la sécurité psychologique, et la sécurité psychologique, elle vaut pour les employés, mais aussi pour les clients. Il faut que mon client ait la sécurité psychologique quand il utilise mon produit, de se dire, je peux me tromper, c'est pas grave. Et c'est pareil pour les salariés. Et donc, c'est basé sur cette équation de la confiance, où à chaque fois qu'un des éléments disparaît, la confiance disparaît. Donc, c'est un produit de ces éléments, c'est pas une somme. Ok. S'il en manque un, c'est multiplié par 0. C'est multiplié par 0. Et donc, il a fallu construire cela. J'ai eu une équipe formidable. Mon leadership team était une équipe formidable parce qu'ils ont accepté qu'on revoie les choses sous cet angle-là. Donc, tu disais confiance égale valeur partagée, empathie. Valeur partagée, fiabilité, sécurité. Et ça, tu es arrivé à l'installer. Et ça marche pour ses enfants, ça marche pour son conjoint, ça marche pour ses parents, ça marche pour ses amis, ça marche pour ses collègues, ça marche pour ses clients, ça marche pour ses partenaires. C'est la même équation. Et ça développe une proximité émotionnelle, naturellement, parce que tout le monde s'abandonne à l'autre. Merci beaucoup. On termine l'émission avec le questionnaire que je pose à tout le monde. Quel est ton principal trait de caractère? Têtu. Quand je suis convaincu d'une chose, je peux être très têtu. C'est ma principale qualité.
La qualité que tu apprécies le plus chez les autres. L'intégrité, Le défaut qui te gêne le plus chez les autres. le mensonge, Quelle est ta définition du succès? collectif. On ne peut pas avoir un succès individuel dans un naufrage collectif. C'est mon mantra que je répète tout le temps, mais le succès ne peut être que collectif. Qu'est-ce qui te rend heureux? L'harmonie, la paix. De quoi as-tu peur? Alors, question sur laquelle j'ai beaucoup travaillé parce que au Sénégal, c'est contre-intuitif d'avoir des leaders qui ont peur. Moi, j'ai peur d'abord de l'abandon, de la trahison. Euh, et donc, c'est abandon, trahison, les deux peurs, et éventuellement, euh, j'ai peur du rejet parfait. Si tu devais choisir entre les deux, tu préférerais être la victime ou le coupable? Ni l'un ni l'autre. Naturellement, je suis un fonceur, donc je ne suis pas une victime. Et j'assume mes faits. Donc, peut-être c'est de la culpabilité, mais je ne la ressens pas comme telle. C'est fait, c'est fait. Je ne vis pas dans le passé. Et pour finir, quelle est ta devise, si tu en as une? S'améliorer, toujours. Chaque jour, un pas de plus. Merci beaucoup, cher Tini. Merci, Céline.